Je m'appelle Clément Lemaire, j'ai 32 ans, et ce soir, je viens d'acheter la banque qui possède la maison de mes parents, et ils n'en ont absolument aucune idée. Avant que je ne vous raconte le moment où je suis entré dans cette fête et où j'ai regardé leur monde s'effondrer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Le gravier a crissé de façon satisfaisante sous les pneus de ma Rolls-Royce Phantom. C'était un son que je n'avais pas l'habitude d'entendre dans cette allée. La dernière fois que j'étais ici, il y a 14 ans, je traînais un sac de sport abîmé sur le bitume fissuré sous la pluie, en essayant de ne faire aucun bruit. Ce soir, je voulais que tout le monde m'entende arriver. J'ai coupé le moteur. Le silence à l'intérieur de l'habitacle était absolu. Un silence lourd et onéreux qui sentait le cuir cousu humain et la vieille fortune. À travers la vitre teintée, j'ai levé les yeux vers la maison. C'était un vaste domaine bourgeois dans le quartier le plus huppé de Bordeaux. Le genre de maison qui crie « Nous avons réussi ». Mais je connaissais la vérité. Je savais que les fondations étaient fissurées. Je savais que le toit fuyait quand les tempêtes étaient trop fortes. Et je savais que chaque brique, chaque tuile, chaque rosier taillé dans ce jardin avait été payé avec un talent volé. Mon talent. Je me suis regardé dans le rétroviseur. L'homme qui me dévisageait n'était plus le gamin maigre et effrayé qui se cachait jadis dans le sous-sol. Je portais un smoking sur mesure coupé dans un velours bleu nuit. Mes cheveux étaient coiffés, ma barbe taillée. J'avais l'air d'un inconnu. Je ressemblais à Valmont, le nom sous lequel le monde me connaissait, même s'il ne connaissait pas mon visage. J'ai pris une grande inspiration, inhalant l'air climatisé une dernière fois avant d'ouvrir la portière. L'humidité de l'été bordelais m'a frappé instantanément, transportant l'odeur des barbecues au charbon de bois et des parfums hors de prix. Un voiturier, un gamin qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, s'est précipité. Ses yeux se sont écarquillés quand il a vu le Spirit of Ecstasy sur le capot de la voiture. Il a hésité. Il a regardé les clés que je lui tendais comme si elles étaient en plutonium. « Allez-y doucement », ai-je dit d'une voix grave. Elle est plus lourde qu'elle n'en a l'air. Il a hoché la tête, trop abasourdi pour parler. J'ai marché vers la porte d'entrée. Je pouvais entendre la musique s'en échapper, un quatuor à cordes jouant quelque chose de générique et de prudent. Cela collait parfaitement. Ma mère, Chantal, détestait les surprises. Elle détestait tout ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. La porte d'entrée était ouverte. Je suis entré dans le vestibule. Il y avait foule. Il y avait des gens partout. Des politiciens locaux, de riches voisins, quelques célébrités de seconde zone que mon frère, Thibaut, avait probablement soudoyé pour être ici. Ils tenaient tous des flûtes de champagne, leur rire était vif et fragile comme du verre brisé. Je suis resté là un moment, sans m'annoncer. Je voulais m'imprégner de l'atmosphère, et puis je les ai vus. Mes parents se tenaient près du grand escalier. Mon père, Henri, avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Il portait un costume qui semblait cher mais qui ne lui allait pas, tombant lâchement sur ses épaules. Il hochait la tête à ce qu'un voisin disait, les yeux vitreux. Il avait toujours été doué pour ça, se déconnecter, disparaître tout en se tenant juste devant vous. Et maman, Chantal. Elle avait exactement la même apparence, juste avec plus de bijoux et la peau plus tirée autour des yeux. Elle tenait court, vêtue d'une robe argentée qui scintillait sous le lustre. Elle avait l'air triomphante. Et là, juste à côté d'elle, se trouvait l'enfant roi, Thibaut. Mon frère était appuyé contre la rampe, tenant un verre de scotch. Il avait 35 ans maintenant, mais il conservait ce charme de petit garçon qui avait dupé tout le monde pendant des décennies. Mais je pouvais voir les failles. J'ai vu comment sa main tremblait légèrement quand il portait le verre à ses lèvres. J'ai vu la sueur perler sur son front malgré la climatisation agressive. Il ressemblait à un homme marchant sur une corde raide au-dessus d'une fosse remplie de pointes. Il était l'invité d'honneur. C'était le 60e anniversaire de maman, mais ce soir, tout tournait vraiment autour de lui. Tout tournait toujours autour de lui. Ce soir était la nuit où il était censé présenter en avant-première son chef-d'œuvre, la symphonie qui sauverait sa carrière déclinante. J'ai ajusté mes boutons de manchette. Il était temps. Je me suis avancé un peu plus dans la pièce. Quelques têtes se sont tournées. Les gens chuchotaient. Ils ne me reconnaissaient pas, mais ils reconnaissaient l'argent. Ils reconnaissaient ma façon de marcher. Comme si je possédais le parquet sous mes pieds. Maman a levé les yeux.
Son sourire s'est figé. Il n'a pas disparu. Il s'est juste calcifié. Ses yeux se sont plissés, me scrutant de mes chaussures vernies jusqu'à mon visage. Pendant une seconde, j'ai vu de la confusion. Puis de la reconnaissance, puis une contrariété pure et absolue. « Clément » a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a tranché les bavardages près de nous. Papa a levé les yeux, clignant des paupières. « Clément. »« Bonjour, mère. »« Bonjour, père » ai-je dit, ma voix était assurée. Thibaut s'est étouffé avec sa boisson. Il a toussé, le visage rouge. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? » J'ai reçu une invitation, ai-je répondu en sortant le lourd papier cartonné de ma poche intérieure. Bien que je soupçonne qu'elle ait été envoyée à mon ancienne adresse pour s'assurer que je ne la reçoive pas à temps. Heureusement, la réexpédition du courrier est une chose merveilleuse. Maman s'est avancée, me bloquant la vue du reste de la fête. « Regarde-toi » a-t-elle sifflé, sa voix tombant dans un murmure. « Tu as loué un costume et tu t'incrustes à ma fête. Nous avons des personnes importantes ici, Clément. Des sénateurs, des investisseurs. Thibaut est sur le point de jouer. Ne fais pas d'esclandre. » Je ne suis pas ici pour faire un esclandre, ai-je souri. Je suis juste là pour écouter. J'ai entendu dire que Thibaut avait écrit une nouvelle symphonie. La Renaissance printanière, n'est-ce pas? Thibaut a pâli. Même sous les lumières chaudes, il ressemblait à un fantôme. Tu es au courant, a balbutié Thibaut. Je sais beaucoup de choses, mon frère, ai-je répondu. Maman a laissé échapper un petit rire moqueur. Elle s'est tournée vers la pièce, élevant la voix pour que les invités à proximité puissent l'entendre. Elle devait reprendre le contrôle du récit immédiatement. Elle a levé son verre. Tout le monde, s'il vous plaît, un peu d'attention. La salle s'est calmée. Le quatuor à cordes a cessé de jouer. Tous les regards se sont tournés vers Chantal. Je suis tellement touché que vous ayez tous pu venir, a-t-elle commencé, sa voix dégoulinant d'un faux miel. Ce soir est une célébration de la famille. Et en parlant de famille, elle a fait un vague geste dans ma direction, mais ses yeux étaient froids. C'est drôle. Élever des enfants est un pari. Certains enfants font votre fierté. Ils reprennent le flambeau. Ils partagent leurs dons avec le monde. Elle a posé une main sur l'épaule de Thibaut. Il a tressailli, à peine. Et d'autres? Elle m'a regardé, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. D'autres, vous aimeriez ne jamais avoir à les voir tous les jours parce qu'ils ne font que vous rappeler à quel point vous avez essayé et à quel point cela a peu importé. Une vague de rire a parcouru la foule. C'était cruel. C'était calculé. C'était du Chantal tout craché. Elle voulait m'humilier, me remettre à ma place. Le fils décevant, le raté, le simple spectateur dans le théâtre de la vie de Thibaut. J'ai senti une chaleur familière monter dans ma poitrine. C'était la même chaleur que je ressentais quand j'avais 10 ans, regardant Thibaut ouvrir ses cadeaux pendant que j'étais assis dans un coin. Mais cette fois, je ne l'ai pas ravalé. Cette fois, je l'ai utilisé. J'ai souri. Un sourire authentique, terrifiant. Je me suis avancé en plein centre du cercle. C'est joliment dit, mère, ai-je déclaré, ma voix portant clairement sans crier. Et vous avez raison. Certains enfants sont des fardeaux. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai regardé autour de la pièce, établissant un contact visuel avec le sénateur, puis le banquier, puis à nouveau avec ma mère. Votre souhait vient de se réaliser. Vous n'aurez plus à me voir. En fait, vous ne verrez plus grand-chose par ici. Qu'est-ce que tu babilles, a-t-elle rétorqué, perdant son calme. Je déménage à Monaco demain, ai-je dit en regardant ma montre. Mais je ne voulais pas partir sans vous faire un cadeau. Après tout, vous m'avez appris tout ce que je sais sur la valeur des choses. J'ai plongé la main dans ma veste et j'ai sorti un document plié. Je ne le lui ai pas tendu. Je l'ai juste gardé en main. Je vais juste attendre la musique, ai-je ajouté. Je ne manquerai la performance de Thibaut pour rien au monde. Je meurs d'envie d'entendre comment il gère les arpèges du 3e mouvement. Ils sont délicats, surtout pour quelqu'un qui a de petites mains. Je suis passé devant eux, me dirigeant directement vers le bar. Je sentais leur regard percer mon dos. Je pouvais sentir la tension irradiée de Thibaut comme des vagues de chaleur.
Il savait, au fond de lui-même, que la partie était terminée. J'ai commandé une eau pétillante. Je n'avais pas besoin d'alcool. J'avais besoin de clarté. Je me suis retourné et me suis adossé au bar, regardant la famille qui m'avait élevé et la famille qui m'avait détruit. Pour comprendre pourquoi je me tiens ici, dans un smoking en velours, sur le point de ruiner la vie de ma mère, il faut comprendre le sous-sol. Il faut comprendre le silence. Il faut comprendre le vol. Cela a commencé il y a 20 ans, avec un piano désaccordé et un mensonge qui m'a coûté mon âme. Le sous-sol de notre maison à Bordeaux ne sentait pas la moisissure. Il sentait la rouille et le vieux papier. C'était mon sanctuaire. À l'étage, c'était le royaume de Thibaut. Le salon était l'endroit où ses trophées étaient exposés sur des étagères que papa époussetait tous les dimanches. La cuisine était l'endroit où maman accrochait ses bulletins scolaires et les coupures de presse sur le réfrigérateur, en les superposant tellement qu'on ne voyait plus l'émail blanc. J'étais l'ombre. J'avais 2 ans de moins, j'étais plus gringalet et silencieux. Alors que Thibaut était préparé pour être le prochain grand prodige français, je n'étais que Clément, la pièce de rechange. Mes parents avaient décidé très tôt que Thibaut était un génie. Il avait l'oreille absolue, disait-il. Il avait les mains d'un dieu, racontait maman aux voisins. Ils lui ont acheté un piano à queue et l'ont mis dans la véranda. Ils ont engagé les meilleurs professeurs. Ils l'ont forcé à s'exercer 4 heures par jour. Le problème, c'était que Thibaut n'aimait pas la musique. Il aimait les applaudissements. Il aimait l'attention. Mais il détestait le travail. Il jouait techniquement, touchant les bonnes notes, mais c'était creux. C'était comme écouter un robot lire de la poésie. Moi, en revanche, j'entendais la musique dans tout. Je l'entendais dans le rythme de la machine à laver, dans la pluie frappant les gouttières, dans le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai trouvé un vieux piano droit dans le sous-sol. Il était vendu avec la maison, laissé par les anciens propriétaires qui ne voulaient pas le hisser dans les escaliers étroits. Il manquait une roulette et le dos du milieu restait coincé si on le frappait trop doucement, mais pour moi, il était magnifique. J'ai appris tout seul. Je ne savais pas lire de partition au début, alors je jouais à l'oreille. J'écoutais les leçons de Thibaut à travers le plancher. Quand son professeur, Monsieur Dupont, criait « Non, Thibaut, ressens l'émotion », je fermais les yeux et je la ressentais. Mes doigts dansaient sur les touches en ivoire ébréché du piano du sous-sol, jouant ce que Thibaut ne parvenait pas à faire. Un après-midi, alors que j'avais 12 ans, j'étais en bas, perdu dans une mélodie que j'étais en train d'inventer. C'était un air triste et ondulant qui ressemblait à l'hiver. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. Clément. Je me suis figé. Mes mains sont restées en l'air au-dessus des touches. Je me suis retourné pour voir tante Élise debout en bas des escaliers. Tante Élise était la sœur de papa. Mais elle ne lui ressemblait en rien. Elle était bruyante, désordonnée, et sentait la menthe poivrée et la cigarette. C'était une ancienne professeure de musique à la retraite qui avait été écartée du cercle familial parce qu'elle n'avait pas d'ambition. Elle s'est approchée, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu jouais? Rien, ai-je marmonné, terrifié à l'idée que maman n'entende. Juste du bruit. Ce n'était pas du bruit, mon chéri, a-t-elle chuchoté en s'asseyant sur le banc à côté de moi. C'était une composition. C'est toi qui l'as écrite. J'ai hoché la tête, regardant mes baskets. Joue-la encore. Je l'ai fait. Et ce fut le commencement. Pendant 2 ans, tante Élise a été mon secret. Elle venait le mardi quand maman emmenait Thibaut à son massage sportif, parce que les génies ont besoin de massage, apparemment. Elle m'a appris à lire la musique, à structurer une mélodie, à écrire les sons qui étaient dans ma tête. Tu as un don, Clément, m'a-t-elle dit un jour, les mains tremblant un peu. Un vrai don. Pas comme. Eh bien, pas comme ce qui se passe à l'étage. Mais les secrets dans une maison comme la nôtre ne durent jamais éternellement. Le tournant s'est produit quand Thibaut a eu 15 ans. Il y avait un concours régional de composition. Le prix était une bourse pour un conservatoire d'été et, plus important encore, un article dans Sud-Ouest. Maman en était obsédée. Elle a enfermé Thibaut dans la véranda pendant des semaines. Écris, hurlait-elle. Fais quelque chose de brillant. Mais Thibaut ne pouvait pas écrire. Il pouvait jouer du Mozart si vous lui mettiez la partition sous les yeux, mais il ne pouvait pas créer.
C'était un imitateur, pas un artiste. 3 jours avant la date limite, la maison était une zone de guerre. Thibaut piquait des crises de colère, brisant des vases. Maman pleurait, reprochant à papa le blocage de Thibaut. J'étais dans la cuisine, me préparant un sandwich, essayant d'être invisible. Maman est entrée en trombe, les yeux rouges. Elle m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Elle avait entendu des rumeurs de tante Élise. Elle avait entendu la faible musique provenant du plancher. Clément, a-t-elle dit, sa voix dangereusement calme. As-tu écrit quelque chose lors de tes petites sessions d'entraînement? Je ne sais pas, ai-je bégayé. Apporte-les-moi. Maman, je n'ai pas. Apporte-les-moi. Je suis allé au sous-sol. Mes mains tremblaient. J'ai sorti mon carnet bleu. C'était juste un cahier d'écolier à spirale, mais il était rempli de mon âme. Des gribouillages, des notes, des mélodies. Je l'ai monté à l'étage. Maman l'a feuilleté. Elle ne lisait pas bien la musique, mais elle a vu la complexité. Elle a marché jusqu'à la véranda et a claqué le carnet sur le piano, devant Thibaut. Joue ça, a-t-elle ordonné. Thibaut l'a regardé. Il a froncé les sourcils. Puis il a commencé à jouer. C'était hésitant au début, mais ensuite la mélodie a émergé. C'était ma sonatine d'hiver. C'était le morceau sur la solitude dans une maison pleine de gens. Quand il a terminé, le silence a empli la pièce. C'est bon, a dit Thibaut, l'air surpris. C'est vraiment bon. Maman m'a regardé. Il n'y avait aucune fierté dans ses yeux, seulement du calcul. Nous allons utiliser ça, a-t-elle dit. Quoi? J'ai reculé. Non, c'est à moi. Tante Élise a dit que je devrais le soumettre à. Maman a ri. C'était un son sec, semblable à un aboiement. Clément, regarde-toi. Tu es timide. Tu bégaies quand tu es nerveux. Tu n'as aucune présence sur scène. Qui va t'écouter? Mais Thibaut est une star. Il a juste besoin de matière. Mais c'est à moi, ai-je crié. C'était la première fois que j'élevais la voix contre elle. Papa est entré à ce moment-là. Pourquoi criez-vous? Clément va aider son frère, a dit maman, me fixant du regard. Thibaut va présenter ce morceau pour le concours. Ça reste dans la famille. Nous sommes tous gagnants. Non. J'ai regardé papa. Papa, dis-lui. Tante Élise a dit. Papa a regardé le carnet, puis le visage furieux de maman, puis Thibaut, qui revendiquait déjà le banc du piano comme un trône. Papa a soupiré. Il a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Clément, a-t-il dit, la voilasse. Ne sois pas égoïste. Ton frère a une vraie chance avec ça. Tu pourras en écrire d'autres. C'est juste un morceau. Juste un morceau. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Ce n'était pas juste un morceau. C'était moi. C'est décidé, a tranché maman. Elle a attrapé le carnet. Thibaut, recopie ça sur du papier à musique vierge. Tu auras le mérite, est intervenu papa rapidement. Nous mettons en place un fonds pour tes études. Un pourcentage des gains du concours ou des futurs revenus de la musique ira dessus. Tu pourras aller dans n'importe quelle école de ton choix, Polytechnique, HEC, n'importe où. Reste juste dans l'ombre pour le moment. Joue en équipe. J'ai regardé papa. Je voulais qu'il me sauve. Je voulais qu'il dise, Chantal, c'est insensé. C'est un enfant. Mais il s'est contenté de tapoter son stylo sur le bureau, regardant le mur. J'ai compris alors que mon père n'était pas un homme mauvais, mais que c'était un homme faible. Et dans ma maison, la faiblesse était une condamnation à mort. J'ai pris le stylo. J'ai signé mon nom, Clément Lemaire. Je ne le savais pas encore, mais je venais de signer un contrat pour devenir un esclave dans ma propre maison. Je venais d'accepter de devenir le fantôme dans la machine. Pendant les 4 années qui ont suivi, ce fut ma vie. J'allais à l'école. Je rentrais à la maison, et j'allais au sous-sol. J'écrivais des sonates, des concertos, de simples ballades pop. Maman descendait à 18h, ramassait les pages, et les montait à l'étage. Thibaut est devenu une célébrité locale, puis nationale.
Il est entré dans un prestigieux conservatoire avec une bourse d'excellence basée sur un portfolio que j'avais écrit. Il donnait des concerts. Il était interviewé à la télévision. L'inspiration me vient, tout simplement, disait Thibaut à l'écran, affichant ce sourire charmant. C'est comme si un canal s'ouvrait vers Dieu. Je regardais depuis le canapé du salon pendant que maman hochait la tête d'un air approbateur. Il s'exprime si bien, disait-elle. J'avais 16 ans quand j'ai réalisé que le fonds pour l'université était un mensonge. J'ai trouvé un relevé bancaire dans la poubelle. Le compte de la famille Lemaire était vidé aussi vite que l'argent y entrait. Des rénovations pour la maison. Une nouvelle BMW pour Thibaut. Des vacances en Italie pour maman et papa. Mon nom ne figurait sur aucun des sous-comptes. Je ne les ai pas confrontés. Je savais que ça n'aurait aucune importance. Je suis juste retourné au sous-sol et j'ai continué à écrire. Mais j'ai arrêté d'écrire mes meilleures œuvres. Je leur donnais la musique tape à accent grave-l'œil et superficiel qu'ils voulaient. Les trucs qui paraissaient impressionnants mais qui n'avaient pas d'âme. J'ai gardé la vraie musique pour moi. J'ai caché un second carnet, un Moleskine noir, sous une lame de parquet desserrée derrière la chaudière. C'était là que je mettais ma douleur. C'était là que je mettais ma colère. Et j'ai commencé à faire des plans. À l'âge de 18 ans, la dynamique dans la maison était passée de l'exploitation à un emprisonnement pur et simple. Thibaut galérait au conservatoire. Il s'avère que quand on ne sait pas réellement composer, il est difficile de réussir les examens de théorie avancée de la composition. Il était rentré à la maison pour l'été, paniqué. J'ai besoin d'une symphonie, a-t-il dit à maman pendant le petit déjeuner. Le professeur Girard dit que si je ne produis pas une œuvre majeure d'ici l'automne, je serai en probation académique. Il pourrait me couper ma bourse. Maman a braqué son regard laser sur moi. Je beurrais ma tartine en essayant de me concentrer sur le manuel de physique que j'avais ouvert. Clément, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu, sans lever les yeux. Pardon? Non. J'ai mes propres examens de fin d'année. Je passe mon bac la semaine prochaine, je vous rappelle. Les examens du lycée ne comptent pas, a dit maman, m'arrachant ma tartine. La carrière de Thibaut est en jeu. C'est la cour des grands. Nous avons besoin de quelque chose d'énorme. 4 mouvements, orchestral. Je ne peux pas écrire une symphonie en un mois, ai-je dit. Et je ne le ferai pas. J'ai fini. Tu auras fini quand je te dirai que tu as fini. Maman a frappé du poing sur la table. Tu crois que tu vis ici gratuitement? Tu crois que la nourriture apparaît par magie? Je pars pour mes études supérieures en août, ai-je dit doucement. J'ai postulé au Conservatoire de Paris et à celui de Lyon. Et j'ai été pris. Le silence dans la cuisine fut assourdissant. Même Thibaut s'est arrêté de mâcher. Tu as postulé, a chuchoté maman. Comment? Les frais de dossier. Tante Élise les a payés, ai-je dit. Et j'ai utilisé mon propre portfolio. Le carnet noir. Celui que vous ne m'avez pas volé. Le visage de maman a pris une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de violet et de gris. Elle s'est levée, s'est dirigée vers le comptoir où reposait la pile de courrier, et a commencé à fouiller dedans. Je me demandais ce que c'était, a-t-elle marmonné en sortant une épaisse enveloppe couleur crème. Elle avait été ouverte. C'est à moi, ai-je dit en me levant. Conservatoire de Paris, a-t-elle lu. Bourse complète. Donne-la-moi. Elle m'a regardé, puis a regardé l'enveloppe. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, elle l'a déchirée en 2, puis en 4. Non. Je me suis jeté sur elle, mais papa s'est interposé entre nous. Clément, calme-toi, a crié papa en me repoussant. Elle a déchiré ma lettre d'admission, ai-je hurlé. C'est ma vie. Tu n'iras pas à Paris, a dit maman, laissant tomber les confettis de mon avenir dans le broyeur de la poubelle. Elle a appuyé sur le bouton. La machine a vrombi et broyé. Nous ne pouvons pas nous permettre de t'envoyer à Paris. Et nous ne pouvons certainement pas nous permettre de perdre la personne qui maintient Thibaut à flot. J'ai une bourse. Les bourses ne couvrent pas les frais de subsistance. Elles ne couvrent pas les billets de train, a hurlé maman en retour. Et qui va payer le prêt hypothécaire quand Thibaut perdra son sponsoring parce qu'il aura échoué? Toi avec tes petites chansonnettes au piano? Vous avez dépensé l'argent, ai-je crié.
vous avez dépensé l'argent pour mes études dans sa voiture? Cette voiture est pour mon image, est intervenu Thibault, la bouche pleine d'œufs. Je dois avoir l'air à la hauteur. Je les ai regardés. Tous les trois. Une trinité de parasites. Je n'écrirai pas la symphonie, ai-je dit. Ma voix était glaciale à présent. Je pars aujourd'hui. Si tu franchis cette porte, a dit papa, la voix tremblante. Ne t'attends pas à recevoir le moindre centime. Ne t'attends pas à revenir. C'est exactement le plan, ai-je répondu. Je suis allé dans ma chambre pour faire mes affaires, mais quand j'y suis arrivé, la porte s'est verrouillée de l'extérieur. J'ai secoué la poignée. Ouvrez la porte. Tu pourras sortir quand tu auras écrit le premier mouvement, a crié maman depuis le couloir. Il y a un clavier là-dedans, et du papier. Au travail. Je n'en revenais pas. Il m'avait réellement enfermé. J'ai donné des coups de pied dans la porte jusqu'à m'en faire des bleus. J'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Personne n'est venu. Pendant 3 jours, j'ai été prisonnier. Maman glissait des plateaux repas sous la porte comme si j'étais un animal. Je n'ai pas touché au clavier. Je suis resté allongé sur mon lit, fixant le plafond, ressentant une haine si pure qu'elle ressemblait presque à de la paix. La 4e nuit, un orage a éclaté. Le courant a vacillé et s'est coupé. La serrure électronique de ma porte fonctionnait sur pile. Évidemment. Maman n'était pas architecte. Mais la fenêtre. Je suis allé à la fenêtre. Nous étions au 1er étage. Il y avait un treillage avec du lierre qui poussait sur le côté de la maison. Il était glissant à cause de la pluie, mais c'était ma seule chance. J'ai attrapé mon sac à dos. J'avais glissé le carnet noir à l'intérieur de ma chemise, contre ma peau. Je n'ai pas pris de vêtements. Je n'ai pas pris ma brosse à dents. J'ai juste pris la musique. Je suis sorti sous la pluie. Le vent me fouettait le visage. J'ai glissé une fois, m'écorchant le bras à vif contre la brique, mais je me suis rattrapé à une liane épaisse. J'ai dégringolé, atterrissant dans le parterre de fleurs boueux, les hortensias adorées de maman. Je les ai piétinées exprès. J'ai couru. J'ai couru à travers le quartier, la pluie me trempant jusqu'aux os. Je ne suis pas allé à la gare routière. Il m'aurait cherché là-bas. Je suis allé chez tante Élise. Elle vivait dans un petit duplex de l'autre côté de la ville. J'ai tambouriné à sa porte à 2 heures du matin. Elle a ouvert, portant une robe de chambre rose pelucheuse, une cigarette au bord des lèvres. Clément. Elle m'a tiré à l'intérieur. Mon Dieu, tu es glacé. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, la lettre, la serrure, l'exigence de la symphonie. Élise n'a pas dit un mot. Elle est juste allée dans sa cuisine, m'a versé une tasse de chocolat chaud, puis s'est rendue dans sa chambre. Je l'ai entendue fouiller à l'intérieur. Elle est revenue en tenant une petite boîte en velours et une liasse de billets. C'est 4 500 €, a-t-elle dit en posant l'argent sur la table. C'était mon fonds d'urgence. Et ça? Elle a ouvert la boîte. C'était une bague en diamant. Vintage, magnifique. C'était à ta grand-mère. C'est la seule chose de valeur qu'il me reste. Tante Élise, je ne peux pas. Tu le peux et tu le feras, a-t-elle dit, la voix féroce. Tu prends ça, tu la vends. Tu t'éloignes de ces vampires aussi loin que tu peux. N'essaie pas d'aller au conservatoire. Ils te chercheront là-bas. Va plus loin. Où? Pars. Elle a repris, va à Paris quand même, mais cache-toi. Va à Vienne. Va là où la musique est dans les pierres. Réinvente-toi. Change de nom. Deviens l'artiste que tu es, pas l'ombre qu'ils ont fait de toi. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle sentait la fumée et le salut. Et toi, ai-je demandé. Maman saura que tu m'as aidé. Elle va couper les ponts. Qu'elle le fasse. Élise a souri tristement. Je suis fatigué de leur réception, de toute façon. Je suis parti le lendemain matin dans un car pour Lyon. Et de là, j'ai acheté un billet aller simple en TGV pour Paris. J'avais 18 ans. J'avais un sac à dos, un carnet et une bague en diamant volée. J'étais terrifié. Mais alors que le train filait, perçant à travers les nuages d'orage pour trouver le soleil, j'ai entendu une mélodie dans ma tête. Elle s'envolait.
Elle était libre. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas écrit une symphonie pour Thibaut. J'ai écrit la bande sonore de ma propre évasion. Paris en hiver n'a rien de romantique quand on est fauché. C'est gris, humide, et le froid vous transperce le manteau. Je vivais dans un appartement de la taille d'un placard dans le 18e arrondissement. Les murs étaient fins comme du papier, et mon voisin était un vieil homme qui cuisinait de la soupe aux choux tous les soirs. L'odeur s'infiltrait dans mes vêtements, dans mes cheveux. J'ai vendu la bague pour bien moins que ce qu'elle valait, mais c'était suffisant pour acheter un piano électrique bon marché et payer mon loyer pendant 6 mois. J'ai changé de nom. J'ai abandonné le maire. J'ai abandonné Clément. Je suis devenu Valmont. Juste Valmont. Ça sonnait fort. Ça sonnait singulier. J'ai trouvé un travail de plongeur dans un bistrot près de Montmartre. Mes mains, qui étaient faites pour jouer du Rachmaninoff, étaient rouges et gercées par l'eau chaude et le liquide vaisselle. Mais la nuit, je jouais. J'ai trouvé un bar de jazz appelé le Caveau. C'était sombre, enfumé, et ça sentait le vin renversé. Le propriétaire, un homme grenon nommé Marcel, m'a laissé jouer sur le piano du fond pendant les heures creuses, en échange de bières gratuites et de restes de repas. Je ne jouais pas de jazz. Je jouais mon propre style, une fusion de structures classiques et d'émotions modernes et mélancoliques. C'était la musique des âmes perdues. Un mardi pluvieux, le bar était vide à l'exception d'une femme assise dans un coin. Elle portait un trench coat et des lunettes de soleil. Bien qu'il fît sombre à l'intérieur, elle avait une bouteille de vin rouge hors de prix devant elle. Je jouais la sonatine d'hiver, la vraie version, pas le massacre que Thibaut en avait fait. Je déversais mes tripes sur les touches. Quand j'ai eu fini, j'ai entendu de lents applaudissements. La femme s'est levée et s'est approchée du piano. Elle a retiré ses lunettes de soleil. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était Isabella Rossi. La Isabella Rossi, la diva de l'opéra qui avait quitté la scène de la Scala avec fracas 2 ans plus tôt et avait disparu. Qui a écrit ça, a-t-elle demandé. Sa voix était rauque. Riche. Moi, ai-je répondu. Tu es un menteur, a-t-elle dit. Tu es un plongeur. Je t'ai vu dans la ruelle pendant ma pause cigarette. Je suis un plongeur, ai-je dit en montrant mes mains à vif, mais j'ai écrit cette musique. Elle m'a dévisagé pendant un long moment. Joue-la encore. Je l'ai fait. Quand j'ai levé les yeux, elle pleurait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je cherchais un son, a-t-elle murmuré. Depuis 2 ans, je cherche un son qui corresponde au trou béant dans ma poitrine. C'est celui-là. Elle m'a engagé sur le chant. Pas comme pianiste, mais comme compositeur. Nous avons travaillé depuis son appartement sur l'île Saint-Louis. Il était immense, baigné de lumière et rempli de meubles en velours. Pendant 6 mois, nous n'avons fait qu'écrire. J'ai tout extrait du carnet noir. Chaque blessure, chaque rejet, chaque moment de silence de mon père. J'ai tout transformé en musique pour sa voix. Quand Isabella a sorti son album de retour, Ombre de lumière, il n'a pas seulement atteint le sommet des charts. Il a explosé. Il a remporté un Grammy. Il a remporté des prix dans des pays dont je ne savais même pas épeler le nom. Les critiques étaient en délire. Qui était le compositeur? Demandait-il. Qui était le mystérieux Valmont? Isabella a gardé mon secret. C'est un fantôme, disait-elle à la presse. Il ne s'exprime qu'à travers la musique. Cet anonymat m'a donné du pouvoir. Je n'étais pas Clément Lemaire, le raté. J'étais Valmont, l'énigme. Les chèques de droits d'auteur ont commencé à arriver. De gros chèques, puis d'énormes. D'autres artistes voulaient travailler avec moi. Des réalisateurs de films voulaient des bandes originales. J'ai dit non à presque tout le monde. Je maintenais l'offre basse et la demande élevée. J'ai déménagé de l'appartement placard. J'ai acheté un loft, puis une villa en Provence. Ensuite, j'ai créé ma propre société de production, Elise Holdings. Mais je n'ai jamais cessé de regarder. J'avais un détective privé à Bordeaux. Chaque mois, je recevais un dossier sur la famille Lemaire. C'était un accident de voiture au ralenti. Sans moi pour écrire la musique, Thibaut avait sombré. Il a sorti un album de bruit expérimental qui a été éreinté par la critique. Pour sauver les apparences,
maman avait brûlé les économies de retraite de papa. Ils ont hypothéqué la maison. Puis ils ont pris une deuxième hypothèque. Thibaut avait développé un problème de jeu. Il devait de l'argent à des gens très peu recommandables à Marseille. Et puis j'ai vu les informations. Un communiqué de presse. Thibaut le maire présentera une nouvelle symphonie lors d'un gala de charité. J'ai zoomé sur la photo. Thibaut avait l'air désespéré. L'article disait que c'était son grand retour. J'ai appelé mon détective. Découvrez ce qu'il joue. 2 jours plus tard, j'ai reçu un fichier audio. C'était l'enregistrement d'une répétition. Thibaut jouait un morceau intitulé La Renaissance printanière. J'ai écouté les 10 premières mesures et j'ai éclaté de rire dans ma villa vide. Ce n'était pas nouveau. C'était un exercice que j'avais écrit quand j'avais 12 ans. C'était dans le carnet bleu, celui que maman avait volé il y a des années. Ce n'était même pas un morceau complet. C'était un fragment, une gamme d'entraînement que j'avais transformée en mélodie. Il allait essayer d'étirer une étude de 3 minutes pour en faire une symphonie. Il allait échouer. Mais je n'allais pas le laisser simplement échouer. J'allais le détruire. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé mon banquier à Zurich. Marc, ai-je dit, j'ai besoin que tu m'achètes quelque chose. Que allons-nous acheter, Valmont? Un autre vignoble? Non, ai-je répondu en regardant la photo de ma maison d'enfance. Je veux acheter une dette. Un portefeuille spécifique de prêts hypothécaires en difficulté à Bordeaux. Et je veux acheter une voiture. Une Rolls-Royce. Tu vas en France, a demandé Marc. Oui, ai-je répondu. J'ai une fête d'anniversaire à laquelle je dois assister. L'acquisition de la dette de mes parents a été étonnamment facile. Ils étaient tellement endettés que la banque locale a été ravie de se décharger de cet actif toxique sur une société holding anonyme. Pour le prix d'une voiture de sport de milieu de gamme, je possédais essentiellement le toit au-dessus de leur tête. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai racheté le prêt de la BMW de Thibaut. J'ai racheté les billets à ordre qu'il avait signés avec les usuriers à Marseille. Ça a été une négociation plus épineuse impliquant Marc et quelques agents de sécurité très imposants, mais l'argent est convaincant. Le temps que j'atterrisse à Bordeaux, il m'appartenait. Chaque fourchette avec laquelle il mangeait, chaque oreiller sur lequel il dormait, m'appartenait techniquement. J'ai passé la veille de la fête dans une suite d'hôtels au Ritz-Carlton, à me préparer. Je n'apportais pas seulement la ruine financière. J'apportais la ruine juridique. Marc a pris un vol depuis Paris avec une mallette pleine de documents, enregistrements de droits d'auteur, horodatages originaux de mes compositions, témoignages sous serment de tante Élise. Tu sais, a dit Marc, en sirotant un espresso tout en passant en revue les dossiers, tu pourrais juste les poursuivre. Nous pourrions régler ça au tribunal. Tu n'es pas obligé d'y aller. Le tribunal est ennuyeux, ai-je répondu, ajustant ma cravate dans le miroir. Le tribunal est privé. Ils m'ont humilié en public, Marc. Pendant des années, ils m'ont fait me sentir minuscule devant tout le monde. Je veux qu'ils se sentent minuscules. C'est théâtral, a averti Marc. Je suis un compositeur, ai-je haussé les épaules. J'aime le drame. J'ai conduit la Rolls-Royce chez tante Élise en premier. Je lui avais acheté un appartement dans une résidence sécurisée il y a 2 ans, anonymement au début. Ensuite, je lui avais dit qu'elle était la seule à savoir que j'étais Valmont. Elle m'attendait sur le porche. Elle avait l'air plus âgée, plus frêle, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. Tu as l'air de coûter très cher, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. J'ai senti la menthe poivrée, mais l'odeur de cigarette avait disparu. Elle avait arrêté. Tu es magnifique, tante Élise. Es-tu sûr de vouloir faire ça, Clément, a-t-elle demandé en tenant mon visage. La vengeance est une pierre lourde à porter. Ce n'est pas juste de la vengeance, ai-je répondu. C'est une correction. Ils vivent un mensonge. Je viens juste apporter la vérité. Rappelle-toi juste, a-t-elle dit doucement. Quand tu sortiras de là ce soir, tu laisses tout derrière toi. Tu ne regardes pas en arrière. Promets-le-moi. Je le promets. J'ai conduit jusqu'à la maison. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les pelouses des riches. C'était surréaliste d'être de retour. Les rues étaient les mêmes, mais l'échelle était différente.
Les maisons qui me paraissaient autrefois des châteaux ressemblaient maintenant à des tentatives désespérées de prouver son importance. Je suis arrivé à la fête. J'ai lancé l'hameçon. J'ai lâché la réplique sur Monaco. Je les ai regardés se tortiller. Maintenant, j'étais debout au bar, sirotant mon eau pétillante, regardant l'horloge. Il était 20 heures. L'heure de la représentation. Maman virevoltait autour de Thibaut, ajustant sa cravate, lui chuchotant frénétiquement à l'oreille. Papa faisait les 100 pas. Les invités étaient conduits vers le grand salon, qui avait été agrandi pour accueillir une configuration de salle de concert. Un piano à queue noire Steinway trônait sur une estrade surélevée. Je suis entré avec la foule, prenant place au dernier rang. Je voulais une vue d'ensemble. Thibaut est monté sur scène. Les applaudissements ont été polis, pleins d'attente. Il s'est assis sur le banc. Il a ajusté la hauteur. Il s'est essuyé les mains sur son pantalon. Merci à tous d'être venus, a dit Thibaut dans le microphone. Sa voix s'est brisée. Il s'est raclé la gorge. Ce morceau s'intitule La Renaissance printanière. Il parle de retrouver l'espoir après un long hiver. Il a regardé maman. Elle lui a fait un signe de pouce en l'air. Il a posé ses mains sur les touches. Il a commencé à jouer. C'étaient les fragments de la sonatine d'hiver. Les premières mesures étaient correctes, simples, mélancoliques. Mais ensuite, il a atteint la transition. La partie où la mélodie est censée basculer dans un arpège complexe et très rapide représentant l'éclatement de la tempête. Je connaissais cette transition. Je l'avais écrite pour tester ma propre dextérité. Elle nécessitait une technique de main croisée que Thibaut n'avait jamais maîtrisée. Il a hésité. Il a raté une note, puis une autre. Le rythme a trébuché. On aurait dit une personne ivre essayant de monter des escaliers. La salle est devenue mal à l'aise. Les gens remuaient sur leurs chaises. Thibaut s'est arrêté. Désolé, a-t-il marmonné. Le trac. Laissez-moi recommencer cette section. Il a recommencé. Clang. Une dissonance massive. C'était douloureux. Ce n'était pas seulement mauvais. C'était révélateur. Ça prouvait qu'il ne comprenait pas la musique qu'il jouait. Il tapait à la machine, il ne parlait pas. Maman était pâle. Elle s'est levée à moitié. C'est l'humidité, a-t-elle annoncé à la salle, la voix perçante. Les touches collent. Les touches ne collent pas, ai-je dit. Ma voix a résonné à travers la pièce silencieuse. Je me suis levé. Les touches vont très bien, ai-je continué, marchant dans l'allée centrale. Le problème, c'est le musicien. Assieds-toi, Clément, a hurlé papa. Ne t'avise pas de gâcher ça. Je ne le gâche pas, ai-je répondu en atteignant la scène. Je le sauve. Il a des difficultés parce que le morceau n'est pas terminé. N'est-ce pas, Thibaut? Tu n'as que la première page. Thibaut m'a regardé, la terreur dans les yeux. Je. Décale-toi, ai-je dit. Quoi? Lève-toi. Thibaut a regardé maman. Elle était pétrifiée. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé Thibaut par l'épaule de son costume hors de prix et je l'ai physiquement tiré du banc. Il était tellement sous le choc qu'il n'a pas résisté. Il a trébuché en arrière, manquant de renverser le pied du micro. Je me suis assis. Le banc était encore chaud de sa panique. Je n'avais pas besoin de partition. Cette chanson était gravée dans mon ADN. Voilà comment ça doit sonner, ai-je murmuré. J'ai fermé les yeux et j'ai joué. Mes mains ont frappé les touches et le monde s'est effondré autour de moi. Je n'ai pas commencé par l'ouverture douce que Thibaut avait utilisée. J'ai commencé par la tempête. J'ai percuté les notes basses, un accord sombre et tonitruant qui a fait sursauter les invités. Puis ma main droite a entamé la mélodie. Rapide, agressive, complexe. Ce n'était pas la renaissance printanière. C'était l'évasion. J'ai joué la colère de la chambre verrouillée. J'ai joué la pluie sur le treillage. J'ai joué les nuits froides à Paris. J'ai joué la solitude du sous-sol. Le Steinway a répondu comme une entité vivante. J'ai poussé le tempo de plus en plus vite, mes doigts devenant flous. C'était une rhapsodie de rage et de libération. J'ai brièvement ouvert les yeux.
J'ai vu les visages au premier rang. La bouche du sénateur était grande ouverte. Le banquier était penché en avant, fasciné. J'ai regardé Thibault. Il se tenait près des rideaux, paraissant minuscule, vaincu. Il reconnaissait la technique. Il a su à cet instant-là qu'il n'avait jamais été un musicien. Il n'était qu'un gars qui prenait des cours. J'ai regardé maman. Elle ne me regardait pas. Elle regardait les invités, évaluant leur réaction. Elle était terrifiée, non pas par mon talent, mais par sa perte de contrôle. J'ai enchaîné sur le mouvement final, une mélodie douce et envoûtante qui faisait écho à la sonatine d'hiver, mais qui se résolvait dans une tonalité majeure. C'était le son du pardon. Non, c'était le son de l'indifférence. C'était le son du lâcher-prise. J'ai frappé l'accord final. Il est resté suspendu dans l'air, vibrant contre les lustres en cristal. Pendant 3 secondes, il y a eu un silence absolu. Puis le sénateur s'est levé. Il a commencé à applaudir. Puis le banquier, puis toute la salle. C'était une standing ovation. Une vraie, pas les petits applaudissements polis de golf que recevait Thibault. C'était le rugissement de personnes qui venaient d'assister à quelque chose d'impossible. Je me suis levé. Je n'ai pas salué. Je suis resté là, le souffle court, sentant l'adrénaline se ruer dans mes veines. Maman s'est précipitée sur la scène. Elle a attrapé le microphone. Son visage était empourpré, ses yeux fous. Elle a vu les applaudissements et son instinct de s'en approprier le mérite a pris le dessus. « Mon fils » a-t-elle hurlé par-dessus les applaudissements. « Mon fils !» Je vous l'avais dit, le talent coule dans les veines de cette famille. Nous avions gardé ça comme surprise, un duo. Elle a essayé de passer son bras autour de mes épaules. Je me suis écarté. J'ai pris le microphone de sa main. « Non », ai-je dit dans le micro. Un crissement de Larsen a retenti. La pièce est redevenue silencieuse. Ce n'est pas un duo, ai-je dit. Et ce n'est pas un talent familial. Thibault n'a pas écrit cette musique. Il n'a pas écrit la musique qui l'a fait entrer au conservatoire. Il n'a pas écrit la musique qui a gagné le championnat régional. Clément, arrête, a sifflé papa depuis le côté de la scène. Nous parlerons de ça plus tard. Je l'ai écrite, ai-je poursuivi en l'ignorant. En totalité. Depuis que j'ai 12 ans, dans le sous-sol, pendant que vous étiez à l'étage en train de compter ses trophées. Il ment, a poussé des cris d'orfraie maman. Il est jaloux. Il est mentalement instable. Vraiment? J'ai plongé la main dans la poche de ma veste. J'ai sorti le carnet bleu. Il était en lambeaux, scotché, la couverture décolorée. Voici le carnet original, ai-je dit en le brandissant. Mon écriture, datée de 2004. Est-ce que quelqu'un aimerait le voir? J'ai jeté le carnet dans le premier rang. Le sénateur l'a attrapé. Il l'a ouvert. Il a regardé la page, puis a regardé Thibault. Mais ce n'est pas la seule chose, ai-je ajouté. Vous me connaissez sous le nom de Clément. Mais dans l'industrie, je me fais appeler différemment. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'étirer. Je suis Valmont. Un hoquet de stupeur a parcouru la salle. Une femme au fond a laissé tomber son verre. Il s'est brisé. Valmont, a chuchoté quelqu'un. Le Valmont qui compose pour Isabella Rossi? Oui, ai-je dit. Et puisque je suis Valmont, mon taux horaire est assez élevé. Vous bénéficiez d'une belle réduction depuis 20 ans. J'ai fait signe au fond de la salle. Marc, mon avocat, est entré. Il était flanqué de 2 huissiers de justice. Voici mon avocat, ai-je dit. Il a des lettres de mise en demeure pour Thibault Lemaire pour l'exécution d'œuvres protégées par le droit d'auteur sans autorisation. Il a également une plainte pour vol de propriété intellectuelle et droit d'auteur impayés pour la dernière décennie. Nous estimons les dommages à environ 8 millions d'euros. Thibault s'est effondré. Il est littéralement tombé à genoux sur le plancher de la scène, prenant sa tête entre ses mains. Mais l'argent, c'est ennuyeux, ai-je dit en me tournant vers maman. Parlons plutôt d'immobilier. Maman tremblait. Qu'est-ce que tu fais, Clément? Pourquoi fais-tu ça? Parce que vous avez dit que vous auriez aimé ne jamais avoir à me voir, ai-je répondu. Et je veux m'assurer que votre vœu soit exaucé. J'ai racheté votre prêt hypothécaire, mère.
J'ai racheté la créance de la banque la semaine dernière. Vous n'avez pas effectué de paiement depuis 4 mois. Vous êtes en défaut de paiement. Non, a-t-elle chuchoté. Henri a dit qu'il s'en occupait. Henri a emprunté de l'argent aux usuriers de Thibaut pour payer les intérêts, ai-je répliqué. J'ai aussi racheté cette dette. Je me suis approché d'elle. Les invités observaient l'exécution dans un silence de mort. Je procède à la saisie de cette propriété, ai-je déclaré. Avec effet immédiat. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la maison, les meubles, le piano, les œuvres d'art, est désormais une garantie contre la dette. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé maman. Elle s'est jetée sur moi, essayant de me griffer le visage. Je suis ta mère. Je t'ai donné la vie. Papa l'a attrapée, la retenant. Elle sanglotait maintenant, des sanglots laids et haletants. Vous m'avez donné la vie, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure que seule elle pouvait entendre. Et ensuite vous avez essayé de me transformer en une batterie pour votre robot doré. Vous m'avez vidé. Mais je me suis rechargé. J'ai regardé la foule. La fête est terminée, ai-je annoncé. S'il vous plaît, conduisez prudemment pour rentrer. J'ai quitté la scène. Je suis passé devant Thibaut, qui pleurait sur le sol. Je n'ai pas baissé les yeux. Je suis passé devant papa, qui fuyait mon regard. J'ai marché dans l'allée centrale, les invités s'écartant comme la mer Rouge. Ils me regardaient avec un mélange de peur et de respect. Je n'étais plus le fils invisible. J'étais le monstre en smoking, et j'étais magnifique. La marche jusqu'à la voiture fut la plus longue de ma vie. Mon cœur martelait mes côtes, mais mes mains étaient fermes. J'ai entendu des bruits de pas courir derrière moi sur le gravier. Clément. Attends, fils, s'il te plaît. C'était papa. Je me suis arrêté près de la Rolls-Royce. Je me suis retourné. Papa était essoufflé. Il avait l'air vieux. Soudainement, incroyablement vieux. Tu ne peux pas les laisser comme ça, a-t-il haleté. Thibaut. Il est suicidaire. Ta mère fait une dépression nerveuse. Où allons-nous aller? Je ne sais pas, papa, ai-je répondu. Peut-être que vous pouvez loger chez tante Élise. Oh, attendez. Maman ne lui a pas parlé depuis 10 ans parce qu'elle m'avait payé une leçon de piano, donc c'est probablement hors de question. Je suis désolé, a dit papa. Des larmes coulaient sur son visage. Je suis tellement désolé, Clément. J'aurais dû l'arrêter. J'ai été faible. Oui, ai-je répondu. Tu l'as été. Et le silence est un choix, papa. Tu l'as choisi chaque jour. Tu m'as regardé me noyer et tu as simplement monté le son de la télé. Je t'aime, a-t-il sangloté. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit simplement. Tu aimes l'idée d'une famille heureuse, mais tu n'aimes pas les personnes qui la composent. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas laissé signer ce contrat à 14 ans. Si tu m'aimais, tu ne l'aurais pas laissé déchirer ma lettre d'admission au conservatoire. J'ai ouvert la portière de la voiture. Tiens, ai-je dit en plongeant la main dans la boîte à gants. J'ai sorti un chèque. Je l'avais rédigé plus tôt. Il était de 46 000 €. Qu'est-ce que c'est? C'est une indemnité de départ, ai-je dit. C'est suffisant pour louer un appartement et acheter de la nourriture. Ne le dépensez pas pour les dettes de jeu de Thibaut, ou vous mourrez de faim. Je suis sérieux, papa. C'est le dernier centime que tu verras jamais de moi. Il a pris le chèque, les mains tremblantes. Pourquoi, a-t-il demandé. Pourquoi nous donner quoi que ce soit? Parce que je ne suis pas toi, ai-je répondu. Je suis monté dans la voiture. J'ai démarré le moteur. Le V12 a ronronné à la vie. Alors que je reculais de l'allée, j'ai vu les gyrophares de la police clignoter au bout de la rue. Marc les avait appelés pour faire appliquer l'avis d'expulsion et assurer le maintien de l'ordre. J'ai vu les lumières bleues et rouges se refléter sur les piliers blancs de la maison. J'ai vu les invités sortir en masse, monter dans leur voiture, fuyant le scandale. J'ai regardé la maison disparaître dans mon rétroviseur. La maison où j'avais appris à marcher, appris à me cacher, et appris à haïr. Ce n'était plus qu'un bâtiment maintenant, un tas de briques et de bois appartenant à une société écran aux îles Caïmans. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport. Mon jet privé m'attendait.
Je me suis assis dans le siège en cuir, regardant par le hublot pendant que nous décollions. J'ai regardé Bordeaux rétrécir pour devenir une grille de lumière sous moi. Quelque part là en bas, ma mère hurlait. Quelque part là en bas, mon frère réalisait qu'il n'était personne. J'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas de la joie. C'était de la légèreté. La lourde pierre dont tante Élise avait parlé. Je l'avais relâchée. J'ai sorti mon téléphone. J'avais un nouveau SMS. C'était de tante Élise. L'as-tu fait? J'ai tapé en retour, c'est fait. J'ai joué le morceau. Elle a répondu, bien. Maintenant rentre à la maison. Annecy t'attend. J'ai éteint mon téléphone. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis 20 ans, la musique dans ma tête était silencieuse. C'était un silence paisible. 3 ans plus tard, le soleil sur le lac d'Annecy est bien différent de celui de Bordeaux. Il est plus doux. Il ne juge pas. J'étais assis sur la terrasse de ma villa, buvant un espresso. L'air sentait le jasmin et le citron. À l'intérieur de la maison, je pouvais entendre un piano. Ce n'était pas moi qui jouais. C'était Léo, un garçon de 10 ans du village voisin. Il était le fils d'un boulanger. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des cours, alors je lui apprenais. Il jouait une gamme simple, mais il luttait avec le rythme. Ralenti, Léo, ai-je crié en français. Ressens l'espace entre les notes. Le silence est tout aussi important que le son. Il s'est arrêté. Comme ça, maestro? Il l'a rejoué. Plus lentement. Avec de l'émotion. Parfait. J'ai souri. Tante Élise est arrivée sur la terrasse. Elle portait un grand chapeau de soleil et tenait une truelle de jardinage. Elle vivait dans le pavillon d'amis de la propriété. Nous prenions le petit déjeuner ensemble tous les matins. Le facteur est passé, a-t-elle dit en jetant une lettre sur la table. Elle avait un timbre français. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Elle était tremblante, irrégulière. C'était Thibaut. Je l'ai regardé. Tu vas l'ouvrir, a demandé Élise. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à l'homme par terre sur la scène. J'ai pensé au fantôme que j'avais l'habitude d'être. Non, ai-je répondu. J'ai pris le briquet que je gardais sur la table pour les bougies à la citronnelle. Je l'ai allumé. J'ai tenu le coin de l'enveloppe sur la flamme. Nous l'avons regardé brûler. Le papier s'est recroquevillé, devenant noir, les cendres s'envolant au gré de la brise sur le lac. Qu'est-ce que tu penses que ça disait, a demandé Élise. Il demandait probablement de l'argent, ai-je répondu. Ou il me rejetait la faute. Ça n'a pas d'importance. Cette histoire est terminée. Alors, quelle est la prochaine histoire, a-t-elle demandé. J'ai regardé Léo à l'intérieur, penché sur les touches, son visage plissé de concentration. J'ai regardé Élise, la femme qui m'avait sauvé la vie avec une bague en diamant. J'ai regardé le lac, bleu et infini. La prochaine histoire parle de construire, ai-je dit. Pas de détruire. J'avais lancé la fondation Clément Lemaire l'année dernière. Nous trouvions des enfants comme moi. Des enfants avec du talent mais aucune ressource. Des enfants avec des familles qui ne les comprenaient pas. Et nous leur donnions une chance. Nous leur donnions des pianos. Nous leur donnions des violons. Nous leur donnions une voix. Je suis rentré à l'intérieur et je me suis assis à côté de Léo sur le banc. Décale-toi, ai-je dit. Jouons un duo. Il a souri de toutes ses dents. Lequel? Inventons un, ai-je dit. Tu commences. Je te suivrai. Il a frappé une note. J'ai harmonisé. Nous avons joué ensemble. 2 mains différentes, 2 générations différentes, créant quelque chose de nouveau. J'ai réalisé alors que maman avait tort. Elle avait dit, certains enfants sont des fardeaux. Mais elle ne comprenait pas la loi fondamentale de la physique ou de la musique. L'énergie ne peut pas être détruite, elle ne peut être que transformée. J'avais pris la douleur qu'elle m'avait donnée et je l'avais transformée en symphonie. J'avais pris le rejet et je l'avais transformé en empire. Et maintenant, je prenais le silence et je le remplissais avec le rire d'un gamin qui aimait juste jouer. Je suis Clément Lemaire. Je suis Valmont.
Et je suis enfin, véritablement, libre. Merci beaucoup d'avoir été patient et de m'avoir accompagné sur ce chemin, du sous-sol jusqu'à la scène. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en appuyant sur le bouton j'aime et en commentant, bravo, ci-dessous si vous pensez que le talent devrait toujours l'emporter sur la cupidité. Cela aide plus de personnes à trouver cette histoire, et cela me montre que mon parcours signifie vraiment quelque chose pour vous. Votre soutien est la plus belle ovation que je puisse jamais demander. À la prochaine.